Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de faire confiance à Sport FM, la référence sportive à l'heure de la riposte contre la maladie à coronavirus. Très heureux de vous retrouver pour cette émission d'information autour de la Covid-19. Et pour ce faire, on reçoit pour vous Dr Lacté Adassou Pnipé, responsable sinon directeur du district sanitaire des 4 de Kodjouvia-Kopé. Ensemble, on fait le point de la situation au Togo, le nombre de contaminés qui va grandissant, 642 désormais, 401 guéris, 227 cas actifs et malheureusement 14 décès. Merci de nous faire confiance. La vidéo de cette émission, comme toujours, est l'affaire d'Eloma Dovon. La mise en onde est assurée par Théo Ajavon. Merci. Merci de faire confiance à la référence sportive Sport FM à l'heure de la riposte contre la Covid-19 comme depuis plusieurs mois déjà. Et cet après-midi, on reçoit Dr Lacté Adassou Pnipé. Elle est directrice du district sanitaire des 4 de Kodjouvia-Kopé. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ben, on rend grâce. Merci. Alors, est-ce que cette histoire de Covid-19, est-ce que c'est une réalité? C'est vrai que ça existe? Bien sûr que ça existe. C'est vrai. À cette heure-ci, on ne peut pas faire un débat sur l'existence de la maladie. Elle existe bel et bien. C'est une réalité. Bien sûr. Ben, y en a qui disent que non, c'est pas. Cette histoire a été créée par certaines puissances pour mettre toute l'humanité en difficulté, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, quelle que soit l'origine de cette maladie, il faut reconnaître qu'il y a quand même des décès. Et pour éviter que l'on ne se fasse contaminer jusqu'à être décédé, il vaut mieux respecter les mesures barrières. Donc, que l'on croit ou pas, même si ça existe, que l'on croit ou pas à l'existence de la maladie, je crois que mieux vaut prévenir que guérir. Alors, enfin, la situation au Togo aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? On sait que malheureusement, il y a 14 décès et puis le nombre de contaminés qui va grandissant. On se demande, finalement, ça fait peur, hein? Oui, vous savez, lorsque vous prenez la situation épidémiologique d'hier, c'est-à-dire celle que vous avez lue tout de suite, il faut reconnaître que la plupart, sinon pratiquement 98% des cas positifs sont des voyageurs, c'est-à-dire les Togolais qui sont en train de revenir, ceux qui sont rapatriés, ceux que la situation avait bloqués dans certains pays. Donc, c'est beaucoup plus ces voyageurs qui sont contaminés. Avant-hier, c'était 24, hier, 27 cas positifs. C'est beaucoup plus ces voyageurs qui reviennent. Donc, est-ce qu'on ne prend pas des dispositions pour les contrôler, pour les mettre peut-être en quarantaine, en confinement, ou est-ce qu'on suit tout ça? Oui, c'est justement parce qu'on les contrôle, c'est justement parce qu'on les met en quarantaine, qu'on les dépiste systématiquement et qu'on se rend compte qu'ils sont contaminés. Si on les avait laissés rentrer dans leur communauté, ils vont contaminer d'autres personnes. Donc, je crois que ce n'est plus un secret pour personne. Il y a des hôtels qui sont réquisitionnés et ces Togolais qui reviennent, ces voyageurs qui viennent sont systématiquement mis en quarantaine dans les hôtels. Et ces hôtels sont bien gardés et il y a une périodicité pour pouvoir faire leurs tests. C'est-à-dire que lorsque vous êtes voyageur, si vous n'avez manifesté aucun signe, là, au 7e jour de votre quarantaine, on vous dépiste, que vous ayez des signes ou pas. Maintenant, si ce premier test est négatif, il y a un deuxième test qu'on vous fait au 16e jour. Et c'est après ce test qu'on pense à votre, si je peux le dire, entre griffes, liberté, c'est-à-dire on vous laisse rentrer chez vous. Maintenant, si vous arrivez sur le territoire togolais déjà avec un signe, on vous teste immédiatement. On n'attend pas le 7e jour. Si on vous teste et le test est négatif, vous rentrez dans le protocole normal, c'est-à-dire le test de 7e et 16e jour. C'est cette quarantaine, c'est cette disposition qui permet maintenant de dépister ceux qui sont porteurs pour ne pas les laisser dans la communauté, pour essayer de contrôler la contamination.
de la maladie. Alors, vous parlez de voyageurs. De quels voyageurs s'agit-il? Est-ce que les vols ont repris ou bien les mouvements internes au pays? C'est de ça que vous parlez? Ou bien ceux qui viennent aussi de l'extérieur, du Ghana, du Bénin et d'autres pays, c'est ça? Oui, et vous savez que entre-temps, Air France a repris certains vols dans le but de rapatrier certains compatriotes qui sont restés bloqués par la pandémie. Donc, ces rapatriements ont eu lieu. Et après, c'était ceux qui étaient, je crois qu'il y a eu un communiqué, ceux qui sont bloqués aux Émirats arabes unis, Turquie, ces pays. Donc, tous ces compatriotes qui sont restés bloqués ont été rapatriés. Donc, c'est d'eux que je parle. C'est eux que j'appelle voyageurs. C'est ce qui explique, on va dire, mais le nombre grandissant. Au-delà de cela également, vous savez que notre voisin d'à côté a une situation épidémiologique un peu plus élevée que la nôtre. Donc, ces compatriotes qui sont là et qui reviennent au pays, également, on les dépiste. Vous avez vu en temps la situation dans le nord du pays. C'est dû à ces compatriotes qui souhaitent revenir chez eux. Donc, c'est pour cela qu'il faut à tout prix, pas dénoncer, mais au moins déclarer tous ces voyageurs qui reviennent dans le but de les mettre en quarantaine et de les suivre pour pouvoir les dépister et voir s'ils ne sont pas porteurs de la maladie ou pas. Le Bénin, le Ghana ont une situation un peu plus, on va dire, compliquée que celle du Togo. Mais là, on a un problème, c'est les frontières. On a comme l'impression que ce n'est pas aussi contrôlé. Et puis, il y a ce qu'on peut appeler du business entre griffes. Tu passes, tu donnes quelque chose et puis tu passes et personne... tout ça, là, c'est compliqué de pouvoir gérer ceux qui rentrent, ceux qui sortent. Oui. Vous savez, les frontières en Afrique sont poreuses. Parce que nous avons en tout cas une grande frontière des populations qui étaient les mêmes pratiquement. Si je prends la situation de Nikonakwe, vous savez, c'est la même population qui a été divisée par le blanc. Donc, c'est des gens qui vivaient ensemble et après, il y a une frontière qui les a séparés. Donc, la circulation, ils ont des points malgré la sécurité, la fermeture des frontières, ils ont des points pour pouvoir passer. Et c'est très difficile. On ne peut pas poster des militaires à chaque mètre. C'est très compliqué. Ce n'est que des patrouilles qui sont faites. Et s'ils attendent que la patrouille passe, ils passent. Donc, c'est un peu difficile. Mais c'est pour cela qu'il faut... appeler à la responsabilité de nous tous, comme si je peux le dire. Si j'ai la famille qui revient de voyage, ce n'est pas la peine de cacher la personne parce qu'elle peut constituer un danger pour moi et pour ma famille. Donc, vous pouvez juste contacter le centre public le plus proche pour que cette personne fasse l'objet d'un suivi. C'est pour son bien. Parce que si cette personne qui vient d'un autre pays, héberge la maladie, on ne le suit pas. Et à un moment donné, le temps qu'on se rende compte qu'il est porteur, il a déjà contaminé les proches. De lui-même, peut-être qu'il développe la forme grave. Cette maladie, plus on te prend en charge plus tôt, plus tu es à mesure de vite guérir et de rentrer chez toi, vaquer à tes occupations. Voilà, à l'heure de la riposte contre la maladie à coronavirus, nous recevons, on vous l'a dit, Dr Lacté Adassou Nipé, c'est ça, je prononce bien. Je crois. Oui, très bien. C'est Alors, très bien. Vous dirigez un district sanitaire proche de la frontière entre Togo et le Ghana, mais il y a beaucoup de mouvements là-bas, mais... Quelles sont les dispositions prises par ce district sanitaire, justement, depuis l'annonce de cette pandémie ici au Togo? Oui, il y a des mouvements, mais les frontières sont fermées. Normalement, les frontières sont fermées. Seuls passent les gros porteurs, ceux qui transportent de la marchandise. Donc, déjà au niveau de la frontière, il y a une équipe qui se charge
de prendre la température, de poser des questions, de voir l'état de santé de ces porteurs qui s'apprêtent à traverser le territoire togolais. Il y a une équipe qui est là, 24 heures sur 24, au niveau de la grande fortune de Kodio-Yakopé, oui, mais également au niveau de Bit9. Donc, il y a aussi une équipe là-bas. En dehors de cela, il y a eu des formations qui ont été faites, des briefings qui ont été faits aux responsables, aux leaders communautaires, c'est-à-dire les chefs traditionnels, les responsables des églises, tous ces leaders communautaires pour pouvoir nous aider dans la détection des voyageurs, dans la gestion de ces personnes qui traversent les frontières à l'aide de leur communauté. Des relais communautaires également ont été formés. Ce n'est pas seulement au niveau du district 4, pratiquement au niveau de tous les districts de Lomé commune et d'Agoué. Des relais communautaires ont été formés pour pouvoir sensibiliser la communauté à l'aide d'un mégaphone pendant un certain nombre de jours. Tout cela a déjà été fait et nous collaborons beaucoup également avec les formations sanitaires pour que si un cas suspect arrive rapidement, on nous fait appel pour que nous puissions venir faire les prélèvements et déclarer cette personne, et la mettre en quarantaine s'il le faut. Donc il y a beaucoup d'activités qui sont menées non seulement au niveau de nos districts, mais au niveau de tous les districts du Togo. Au niveau de votre district, est-ce que l'arrivée de cette pandémie a bouleversé vos habitudes, surtout au niveau du personnel même? Qu'est-ce que ça a pu changer et comment faites-vous face à cette nouvelle vie, on va dire? Oui. Cette pandémie a beaucoup bouleversé le service. Déjà, il faut voir les dispositions que toutes les formations sanitaires ont prises pour pouvoir détecter les malades déjà à l'entrée. Cette prise de température qui est faite pour pouvoir faire le tri des malades, déjà, il y a tout ça là. Il y a des dispositifs de lavage des mains qui sont là à tous les niveaux de chaque formation sanitaire. Il y a une surveillance plus accrue à l'entrée des formations sanitaires. Et lorsque un cas est suspect, toutes les formations sanitaires ont identifié des salles d'isolement pour pouvoir placer ces personnes suspectes en vue de leur faire un prélèvement. Et il y a également la disposition même du bureau, des bureaux qui ont été revus. Il y a le port systématique des masques qu'on n'était pas trop habitués. C'est au niveau des blocs qui sont habitués à porter des masques, mais actuellement, tout le personnel doit porter les masques, doit laver tout le temps, souvent, le plus souvent possible les mains. Je peux dire que l'arrivée de cette pandémie a vraiment bouleversé les habitudes même des prestataires et la disposition, l'organisation des centres. Donc, c'est une réalité. Alors, quand on vous prend la température, il faut quel chiffre pour qu'on vous dise oui, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous? Vous savez, la difficulté de cette maladie, c'est le fait de n'avoir pas de signes à certains moments. Et 80%, quand on prend 80% des gens, des personnes contaminées, plutôt quand on prend 100 personnes contaminées, 80% n'ont pas de signes. Donc, déjà à l'entrée, on fait laver les mains de la personne. Donc, on ne sait pas qui elle est. Elle lave les mains. Elle a déjà un masque avant de rentrer. Et on prend la température. Cette prise de température permet de trier juste le patient à l'entrée. Et on doit poser à cette personne qui a cette température élevée, c'est-à-dire au-delà de 38, on doit lui poser la question, qu'est-ce que vous avez comme signe? Parce que ce n'est pas la seule maladie qui donne la fièvre. Il y a le paludisme qui donne la fièvre, beaucoup de choses qui donnent la fièvre. Donc, on doit poser des questions. Mais le fait que la personne n'ait pas, au-delà de 38 aussi, ne doit pas faire baisser la garde. Le personnel doit être sur le qui-vive à tout moment. Parce que la personne peut être là, pas de signe, mais elle est porteuse. C'est pour cela que même si cette personne, on n'a pas trouvé la fièvre chez la personne, avant de s'asseoir, il y a également la distanciation
physique qu'il faut respecter. Donc, il y a des dispositions qui sont là, qui sont prises pour essayer de ne pas mélanger les gens avant d'être consultés dans les centres, dans les salles de consultation. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question. Oui, ça va. Alors maintenant, quel genre de relation lie votre district sanitaire au CHR Kégué, par exemple, qui est le centre réquisitionné normalement pour prendre en charge les personnes, les traiter. Quel est le rapport qui vous lie? Il y a une organisation. Oui. Depuis l'arrivée de cette pandémie, il y a une organisation qui est là et cette organisation est bien huilée à tout et elle est propre au ministère de la Santé. Le CHR Lomé Commune est là, l'hôtel Edaoba est là également. Mais les districts se chargent de la surveillance dans tous les quartiers, sur l'aire de leur district sanitaire. Ouais. Une fois qu'il y a un cas suspect ou bien un dépistage ou un voyageur qui arrive, le district fait le prélèvement et le prélèvement est acheminé au niveau de l'INH. 24 heures après, lorsque le résultat sort et on vous dit « Ah, la personne que vous avez prélevée, elle est positive », le district retourne vers la personne, faire ce qu'on appelle l'investigation pour pouvoir déterminer quelles sont les personnes, c'est-à-dire cette personne qui est positive, confirmée, avec quelle personne elle a été en contact dans les 14 derniers jours. Une fois que cela est fait, et c'est dans les 24 heures, on appelle maintenant le CHR Lomé Commune qui vient chercher cette personne. Donc, je peux dire que voilà la relation qu'il y a entre nous. Une fois que nous finissons, le cas est détecté positif, nous faisons l'investigation dans les mêmes 24 heures. Et dans les mêmes 24 heures également, le CHR est interpellé et ils viennent chercher la personne et partir. Donc, maintenant, le traitement de la personne est fait là-bas. Ouais. Et cette personne est complètement gérée là-bas. Donc, les districts ne prennent pas en charge les personnes contaminées ou bien qui souffrent de la maladie. Tout est fait au niveau du CHR. Les districts de Lomé et d'Agoué, si je peux le dire. Ouais. Parce que les districts de l'intérieur, au tout début, on rapatriait les malades, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Les districts de l'intérieur ont des centres de traitement également à leur niveau. Donc, mais pour les districts de Lomé, comme nous sommes à côté du CHR, tous nos cas vont là-bas. Et pour Agoué, pour la commune d'Agoué également, les communes d'Agoué, les malades sont référés vers le CHR Lomé Commune ou bien l'hôtel Edaoba. Ça dépend de la situation de la personne, ça dépend de l'état de la personne. Docteur Lacté Dassou Nipé, voilà pourquoi on se retrouve depuis plusieurs mois autour de cette table pour en parler, pour sensibiliser, pour éduquer la population togolaise. Alors, on parle des mesures barrières. Aujourd'hui, seul vaccin pour se protéger et protéger les autres. Donc, les mesures barrières, vous les connaissez. Il y a le lavage des mains, éviter là où il y a trop de monde, les embrassades, les accolades, tout ça, c'est fini. Si vous voulez tousser, vous toussez dans le pli du coude ou bien dans un mouchoir à usage unique et vous jetez tout de suite dans la poubelle. Voilà. Et le port de masque qui est devenu obligatoire depuis. Voilà. C'est ce qu'il faut respecter. Il faut être responsable, discipliné autour de ces mesures barrières. Oui, effectivement. Vous les avez presque toutes citées. Il faut à tout prix que nous soyons responsables, que nous puissions respecter ces mesures barrières parce que à l'heure actuelle, vous l'avez déjà dit, on n'a pas de vaccin, on n'a pas un traitement spécifique même de la maladie. Donc, la seule chose qu'il faut faire actuellement, c'est de tout faire pour essayer de dresser une barrière entre nous et ce virus. Alors, est-ce que vous sentez, par exemple, au niveau de votre district, que le respect de ces mesures barrières ou bien la discipline autour est devenu un réflexe dès que quelqu'un sort dans la rue? Il y a la bavette, les gens ont envie tout de suite d'aller laver les mains. Est-ce que vous avez constaté un certain réflexe? Parce qu'il y en a qui disent, maintenant, il y a un outil qu'on a mis là, Kevin Makoto.
Est-ce que c'est devenu un réflexe? Vous avez senti ça? Oui, l'exemple que je peux donner, l'exemple typique, je me rappelle au tout début de cette infection, nous avons disponibilisé les dispositifs de lavage des mains, mais il faut vraiment tirer la personne avant qu'elle ne lave ses mains. Et il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'obliger à laver les mains. Mais ces temps-ci, lorsque je sors un peu, la personne qui déjà franchit le seuil de la formation sanitaire dans laquelle est logée la direction du district, automatiquement, la personne va vers le dispositif de lavage des mains. Même s'il n'y a pas l'agent de santé, peut-être il s'est déplacé pour aller manger ou quelque chose, les personnes vont systématiquement vers le lavage des mains. Et le dispositif, il lave les mains et il rentre. Et on voit tous ceux qui viennent ont toujours des bavettes, c'est-à-dire des masques chirurgicaux pour pouvoir se protéger et protéger les autres. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, cette proportion est très infime, c'est vrai, mais certaines personnes qui ne respectent pas trop les mesures. Là, c'est sur la route, lorsqu'on passe, certaines personnes qui passent sans bavette, on peut le voir, mais la grande majorité respecte ces mesures barrières. Alors, comment expliquez-vous aujourd'hui l'obligation faite aux Togolais d'avoir une bavette désormais? Ce n'est plus facultatif, ce n'est pas plus au choix. On est désormais obligé de la porter, cette bavette. Oui. En fait, lorsque je suis seule à la maison, en famille, je n'ai pas trop besoin de porter le masque, à moins que je sente qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. C'est-à-dire, j'ai peut-être un mal de gorge, la fièvre, la toux. Là, je suis obligée, même si je suis en famille, de porter systématiquement une bavette le temps d'aller consulter ou bien le temps qu'on me fasse le test et qu'on me dise non, c'est juste une grippe virale qui passe, il n'y a pas de souci, vous n'avez rien. Hormis cela. Oui. Maintenant, lorsque vous sortez, vous devez porter un masque. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas à quel moment vous serez en contact avec quelqu'un. Le masque, c'est pour éviter, lorsque nous allons au marché, dans des endroits fréquentés où c'est impossible de respecter une certaine distance entre deux personnes, d'éviter de se contaminer en parlant. Vous savez, les gouttelettes qui sortent de la bouche ou bien des narines. Donc, vous savez, on sait, lorsqu'on sort de la maison, peut-être on doit prendre un transport en commun. Donc, les 1 mètre ne peuvent pas être respectés. Nous sommes obligés de porter. Peut-être que c'est un taxi-moto qui doit nous prendre, ou peut-être que nous allons au service où nous ne sommes pas seuls au bureau. Donc, durant ce trajet, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer. Donc, il vaut mieux se protéger. Maintenant, si on arrive au bureau, on est seul, on est sûr que personne ne va rentrer. Là, peut-être on peut enlever ce masque. Sinon, il est très important que nous tous, nous puissions porter ces masques. Imaginez un peu, lorsque vous allez dans un supermarché, il y a des gens que vous allez rencontrer dans les rayons. Donc, quelqu'un peut à un moment donné éternuer, pourquoi pas, ou tousser. Vous n'allez pas lui dire non, bloc, non. Donc, tu es protégé, elle aussi, elle a porté. Vous avez porté un masque, elle aussi, elle a porté un masque, c'est bon. Maintenant, si nous allons au marché, vous imaginez dans les marchés africains, est-ce que je peux être à 1 mètre pour parler avec la revendeuse? Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour cela que l'État a rendu obligatoire ce port de masque pour nous tous. Alors, lorsque on parle de port de bavette, il y en a qui disent ça nous étouffe. Tu as même bon là. C'est une nouvelle habitude dans le quotidien des Togolais et d'ailleurs du monde. C'est vrai que dans certains pays comme la Chine, certains pays asiatiques, ils en ont l'habitude pour cause de pollution. Aujourd'hui, c'est arrivé ici. Mais que voulez-vous dire pour définitivement convaincre les gens, au-delà du fait qu'ils disent qu'ils sont souvent étouffés, de mettre ces bavettes-là? C'est vraiment, vraiment important. Le port des bavettes est très, très, très important. Pourquoi? Parce que,
je commence par j'étouffe et tout. Tout le monde étouffe. Mais c'est une question de responsabilité. Je ne veux pas être contaminée. Je ne veux pas, si je suis contaminée, contaminer l'autre. Ouais. Donc, je porte mon masque. Et tout le temps où je serai en contact avec les autres. Lorsque je rentre chez moi, je l'enlève, mon masque. Je ne me balade plus dans la maison avec les masques. Bon, c'est-à-dire dans les maisons personnelles, si je peux le dire comme cela. Donc, il est très, très important de porter ce masque. Vous savez, du moment où il y a certaines personnes qui peuvent faire la forme grave de cette maladie, vous ne savez pas si vous êtes dans ce pourcentage qui peut faire la forme grave ou pas. Donc, il faut porter le masque pour que quelqu'un d'autre ne vous contamine pas. Le fait de laisser les autres porter le masque diminue l'efficacité, si je peux le dire comme cela. Pas du masque, mais augmente le risque de transmission. Normalement, si j'ai mon masque, l'autre a son masque, le risque de transmission est très faible. Très faible. Maintenant, si je ne le porte pas, je dis j'étouffe. Et l'autre le porte, je ne suis pas protégée. L'autre non plus, parce que j'envoie mes gouttelettes directement sur son masque. Donc, il faut porter ce masque. Il faut vraiment porter ce masque. Et quand vous le portez, chaque jour, vous commencez par être habitué. Nous tous, nous n'étions pas habitués. Ce n'est pas tout le personnel de santé qui portait systématiquement le masque, mais actuellement, tout le monde est habitué. C'est une question d'habitude. Apprenons à porter le masque, on va s'habituer. Alors, quand vous émettez les gouttelettes, par exemple, vers quelqu'un qui a le masque, vous avez dit que cette personne n'est pas protégée. Est-ce que ces masques-là sont, je ne sais pas, sont perméables, on peut le dire ainsi. Et ces masques que vous avez portés ne peuvent pas arrêter ces gouttelettes-là. Ou bien quand ça se pose dessus, il y a problème aussi. Non, au fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des masques qu'on appelle des N95 qui protègent vraiment contre le virus. Maintenant, nous avons des masques artisanaux. Ces masques artisanaux qui ne sont pas homologués, certains peut-être sont en voie d'homologation, je ne sais pas, mais il y a des masques qui ne sont pas homologués. Donc, les études sont en cours pour voir à quel taux, c'est-à-dire pour pouvoir les comparer au N95. Maintenant, si je n'ai pas mon masque, je ne respecte pas non plus la mesure, la distance sociale. Je suis très proche de quelqu'un. Nous sommes en Afrique avec la sueur, avec tout. Le masque de l'autre peut être mouillé. Au moment où je suis proche, vous voyez que je le mets en danger. Donc, c'est dans ces cas-là que je le dis. Ce n'est pas que si ça vient rester sur le masque, automatiquement, le virus va se mettre à marcher et traverser ce masque. Non. Je suis en train de parler, je donne peut-être l'exemple de quelqu'un qui a quitté la maison. Il fait chaud. À un moment donné, son masque est mouillé. Il n'en a pas pour remplacer. Et il est là. Et vous venez sans masque, vous commencez pas à parler. Alors que le masque est déjà mouillé. Quand il parle, ça rentre dans sa bouche même. Je ne sais pas si vous voyez, il arrive des situations comme ça. Donc, en parlant, ça rentre dans la bouche parce que c'était déjà mouillé. C'est ces éventualités-là que je prends. Voilà. Il y a quelque chose à dire aux populations aussi. Il ne suffit pas de porter les masques. Il faut éviter aussi de les toucher à tout moment. On ramène ça sous le menton, on remonte, après on enlève. Il y a des façons d'enlever. Mais voilà, il ne faut pas toucher ça n'importe comment. Il y a ça aussi à dire aux populations. Oui, vous savez ce qui est marrant un peu, excusez-moi, c'est que vous regardez une personne dans la rue ou bien dans un service, ou c'est vous qui allez dans un service et vous voyez que la personne a bien mis son masque. Maintenant, au moment de vous parler, elle descend le masque pour vous parler. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés à former des phrases ou bien à parler quand ils ont les bavettes. Non, actuellement, moi, je porte un N95 en plus. C'est-à-dire que un des masques qui sont... un des masques les plus... Je ne sais pas comment dire ça, touffus, résistants. Les autorisés, oui, mais officiels. Je crois que les auditeurs m'écoutent très clairement. Donc, au fait, c'est une question d'habitude. Vous l'avez déjà dit. Habituons-nous à porter nos masques et à parler. L'autre vous entend clairement. Donc, essayez juste de hausser la voix. Essayez juste de hausser la voix. Moi, je n'ai pas une très... généralement, je parle très doucement, mais avec coronavirus, j'ai appris à parler très fort. Très fort pour que l'autre m'écoute. Parce que c'est qu'il y a encore une barrière qui est entre moi
et lui. Donc, je hausse un peu la voix. Apprenons. C'est une question d'habitude. On peut s'habituer. Alors, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir, par exemple, ce masque-là, N95, c'est ça. Mais les Togolais, à un moment donné, doivent ou bien sont obligés de vivre avec cette pandémie. Et le port de bavette devenu obligatoire, ça demande un peu plus. C'est-à-dire qu'il faut en avoir peut-être beaucoup, parce qu'il y a des bavettes qu'il faut changer peut-être chaque 3 heures. Combien de Togolais peuvent faire ça? Même si c'est en panne, il faut pouvoir en avoir au moins 2, laver l'autre et mettre ce qui est propre, ainsi de suite. Ça pose un problème d'abord d'hygiène, et puis parce qu'il y en a qui ne lavent pas ces bavettes-là. Lorsque vous regardez ça, vous n'avez plus envie de regarder ça une deuxième fois. Mais y a-t-il un message pour ces personnes, pour les encourager, laver et vous avez évoqué aussi la qualité des bavettes, mais tout le monde ne peut pas avoir les bavettes de qualité, on est d'accord? Oui, vous savez, souvent les N95, c'est pour le personnel de santé. C'est pour le personnel de santé parce que nous allons vraiment en contact avec l'autre. Avant d'aller prélever quelqu'un, on ne peut pas être à 1 mètre et prélever cette personne. Nous allons vraiment à côté et cette personne ouvre la bouche. À un moment donné, au beau milieu d'un prélèvement, la personne éternue sur vous ou bien ils toussent. Donc c'est pour cela. Tout ça dans le visage. Oui, c'est pour cela qu'en plus des N95, il y a d'autres équipements de protection individuelle que le personnel de santé qui fait partie des équipes d'intervention rapide qui fait le prélèvement. Tout ce personnel est doté de ce matériel. Maintenant, la population togolaise, si vous avez les masques artisanaux, comme vous venez de le dire, au moins en avoir au moins 2 pour la journée. Parce que, je l'ai dit tantôt, au cours de la journée, le masque peut être mouillé. Et quand le masque est mouillé, ce n'est plus bon. Quand le masque est vraiment mouillé par la sueur, je ne sais pas, le fait d'avoir trop parlé, oui, ce n'est plus bon, il faut le changer. Donc, maintenant, ça, c'est au cours d'une journée. Cela veut dire qu'au retour à la maison, il faut laver ce masque. Parce que des fois, par mégarde, si je prends les masques chirurgicaux, par mégarde, des fois, je vois les gens faire, ils enlèvent, ils déposent, en voulant reporter, ils tournent. Donc, la partie qui était dehors, qui était en contact avec les autres, c'est cette partie qu'elle met maintenant contre la bouche. Donc, vraiment, il faut revoir. C'est des situations à éviter. C'est des situations à éviter. Lavez vos masques. Lavons nos masques. Je fais partie. Donc, lavons nos masques lorsque nous retournons à la maison. Je parle des masques artisanaux. Lavons-les, pas les masques chirurgicaux. Normalement, les masques chirurgicaux, les bleus, blancs qu'on vend au bord de la route, c'est à jeter. C'est des masques jetables. Mais pour nos masques en pagne, une fois à la maison, il faut les laver, les sécher au soleil pour que le soleil puisse bien taper les masques. Et après, nous pouvons les utiliser. Il ne sert à rien de porter les mêmes masques, que ces masques soient sales, que souillés, mouillés. Ça ne nous protège plus. Il faut qu'on les lave, qu'on les sèche et qu'on les change souvent. Dans les bars, on a comme l'impression que rien de tout ça n'est respecté parce que les gens se tapent dessus après avoir bu. Les tenanciers de bar, visiblement, ne contrôlent rien. Mais c'est une situation également à avoir de près et à dire à ces personnes-là, oui, le danger est là. Dans les bars, on peut parler de foyers potentiels de contamination et dans les marchés aussi. Oui, vous avez complètement raison. C'est des foyers potentiels de contamination si rien n'est fait. Je crois que c'est pour cela qu'il y a la force anti-Covid-19. Oui. Lorsqu'il y a certaines situations, on peut leur faire appel et ils viendront pour pouvoir mettre de l'ordre. Donc, mais je crois que nous ne devons pas attendre qu'on vienne nous dire « ne faites pas ». Nous savons déjà que cette maladie, elle est là. Nous savons déjà qu'elle peut être mortelle. Nous savons que une fois contaminés, même si nous ne mourrons pas, nous pouvons constituer un potentiel danger pour nos proches,
nos parents qui sont âgés, nos parents qui ont des facteurs de risque. Donc, n'attendons pas qu'il y ait de la force derrière nous avant de respecter les distances, les mesures barrières, tout ce que l'État togolais, par l'intermédiaire du ministère, nous dit de faire. Donc, c'est ce que je peux dire. Très bien, vous écoutez Sport FM à l'heure de la riposte contre la maladie à coronavirus. C'est avec Dr Adassou Nipé. Elle est directrice du district sanitaire de Kodjo-Biakopé, des 4 de Kodjo-Biakopé. Alors, parlons un peu des recherches thérapeutiques autour de cette maladie. Au Togo, que peut-on dire? Et ailleurs aussi, on sait qu'il y a des essais qui se font. Surtout la dernière fois, on a parlé d'un produit qui est essayé à l'université d'Oxford en Angleterre. Mais que peut-on dire aujourd'hui des recherches thérapeutiques? On sait que le protocole chloroquine, azithromycine est utilisé ici. Et au-delà, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, vous l'avez déjà dit, le protocole hydroxychloroquine, azithromycine est utilisé au Togo, mais le Togo utilise également le Covid organique de Madagascar. C'est vrai? Oui, ils utilisent également le Covid organique de Madagascar. L'État a commandé. Ça veut dire que c'est un bon produit? Bon, tous les essais, vous l'avez dit, c'est des essais. Tous ces médicaments qui sont donnés maintenant aux patients COVID-19 confirmés sont des essais. Il n'y a pas encore un médicament spécifique qui a déjà donné 100% de résultats. Donc, hydroxychloroquine, azithromycine aussi, c'est des essais. C'est oui, rien de confirmé, mais ça guérit quand même. Les cas guéris au Togo, c'est à travers ce protocole ou bien? Effectivement. Vous savez, ce n'est pas le Togo seul qui a adopté ce protocole. Il y a le Brésil qui utilise également ce protocole. Donc, chacun fait avec ce qu'il a. Nous, en Afrique, nous avons déjà l'expérience de l'hydroxychloroquine. Donc, je crois que c'est pour cela que le Togo a adopté l'hydroxychloroquine. Moi, j'ai déjà pris l'hydroxychloroquine. C'est les enfants de maintenant qui ne connaissent pas. Donc, je crois qu'on connaît déjà. On a pris, on sait ce que ça donne comme effet secondaire. Les gens sont habitués. Donc, le Togo a choisi l'hydroxychloroquine qui donne de bons résultats. Mais c'est toujours des essais. Ce n'est pas encore confirmé au niveau international que actuellement, c'est ce qu'il faut utiliser. Sinon, ce serait été le seul protocole dans le monde entier. Donc, en dehors de cela, tout récemment, ils ont commandé le Covid organique également qu'ils utilisent. Donc, tous les patients confirmés actuellement peuvent être soit sous l'hydroxychloroquine, azithromycine ou soit sous Covid organique. Donc, c'est après que, comme cela donne des résultats au Madagascar, bon, nous laissons également, c'est après que on verra si c'est vraiment efficace, s'il faut abandonner ou continuer. Donc, c'est ce que je peux dire pour cela. On a comme l'impression... Oui, allez-y. Mais la pharmacopée également n'est pas à écarter. Il y a des réunions qui sont faites, les tradithérapeutes sont aussi encouragés dans cette recherche de la maladie, dans cette recherche des médicaments contre la maladie. La preuve, le produit du Madagascar, c'est à base d'une plante. Artemisia. Voilà. Donc, dans les prochains jours, il y aura des réunions qui vont regrouper les tradithérapeutes pour discuter, voir à quel niveau ils sont, pour que cela puisse être aussi, peut-être, pourquoi pas, peut-être que ce sera au Togo qu'on aura un vrai médicament contre Covid-19, pourquoi pas, c'est possible. Les recherches sont faites? Les recherches sont faites, même à l'université de Lomé, les recherches sont faites. Donc maintenant, je crois que les réunions prochaines, c'est pour pouvoir encourager également les tradithérapeutes à faire plus de recherches pour que nous puissions ensemble conjuguer nos efforts et trouver un médicament qui pourra enfin guérir complètement, c'est-à-dire un médicament spécifique contre cette maladie qui menace toute l'humanité. Mais on a comme l'impression que l'Organisation mondiale de la santé ne parle pas d'une seule voix. Tantôt, cette organisation dit oui, l'hydroxychloroquine et l'azithro étaient bons. Après, non, on se rétracte. Derrière, on dit oui, c'est Covid organique. Non, après, on dit non, c'est pas ça. La dernière fois, ils ont demandé à ce que le produit dexaméthasone du côté de l'Angleterre
soit produit à grande échelle, mais on a comme l'impression qu'il y a, je ne sais pas, je ne veux pas parler de business, mais on a comme l'impression qu'on veut privilégier certaines firmes pharmaceutiques au détriment d'autres. Bon, c'est l'impression que vous avez également. Vous savez, pour pouvoir produire un produit contre une maladie, cela prend beaucoup de temps. Or, avec le coronavirus, nous n'avons pas du temps. Il y a beaucoup de morts, donc chacun essaie quelque chose pour pouvoir diminuer cette flambée de mortalité que l'on trouve un peu partout. Donc, tant qu'il n'y aura pas des preuves scientifiques, je crois que l'OMS ne pourra pas dire oui, à partir de maintenant, adopter ce médicament ou pas. Donc, bon, quant à ce qu'il... comme vous l'avez dit, prêtez-moi le mot, c'est-à-dire favoriser certaines firmes. Je crois que l'OMS également cherche des solutions. Il cherche des solutions pour que nous puissions vite sortir de cette crise. C'est vrai. Cette organisation a été accusée d'ailleurs par les Américains et Trump a menacé quand même de retirer ce qu'ils apportent comme contribution. Oui, bien Surtout sûr. Quand il y a, on va dire, une découverte africaine, cette organisation dit non, il n'y a rien de sûr, alors que dans le temps, mais nos parents traitaient les choses. On a parlé de la chloroquine qu'on avait pris, je ne sais pas, sans aucun contrôle. Avant, vous prenez la chloroquine avant de prendre l'argent pour l'école. On dépose ça, vous ne prenez pas, vous n'avez pas l'argent. Donc aujourd'hui, on ne confirme pas, il y a des critiques sur critiques, mais bon, on va faire avec, puisque vous dites que cette maladie ou bien ce virus n'est pas totalement connu, bien maîtrisé. Alors, quel doit être le message pour finir cette émission? On doit être discipliné autour des mesures barrières. C'est ce qu'il faut retenir. Je crois que vous avez tout résumé. Nous l'avons déjà dit, tant qu'il n'y aura pas un vaccin ou un médicament spécifique même de la maladie. Quand on dit médicament spécifique, quand je prends le paludisme, il y a des médicaments spécifiques. C'est ce qu'on vous donne. Vous ne pouvez pas avoir le palu, on va aller vous donner un antibiotique. Ce n'est pas possible. Tant qu'il n'y aura pas un médicament spécifique, nous sommes obligés, sinon condamnés, à respecter les mesures barrières. Ces mesures barrières vont permettre à diminuer le risque de transmission de la maladie. Et ce risque de transmission est très élevé avec ce nouveau virus. C'est très facile de se faire contaminer. Donc, respectons les mesures barrières pour que nous puissions réduire ce risque de contamination et pour que nous puissions vivre avec cette maladie en attendant des jours meilleurs, c'est-à-dire un vaccin ou un traitement spécifique. Docteur Lacté Adassou Pnipé, on vous l'a dit, elle est responsable du district sanitaire des 4 de Kadoviakopé. Merci d'être venu. Revenez quand vous voulez. Merci Elom Adovon pour la vidéo de cette émission, une vidéo que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfm.tg.com, c'est ça. Et Théo Ajavon à la mise en onde, à très très bientôt.